cette fois-ci, c'est bien la dernière du mois d'avril pour votre matinale. Aujourd'hui, donc mardi, nous allons terminer ensemble ce mois avec beaucoup d'entrain et toujours la même joie partagée à vous servir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre matinale. Nous sommes donc mardi, nous parlons donc de droit. Aujourd'hui, avec notre juge assigné pour ce thème, ce cas pratique qui n'est autre que l'héritage et la succession, bien confisqué pour motif coutumier. Quel recours? On aura toutes ces informations car il n'est pas rare sous nos cieux de constater des biens qui sont confisqués au décès de l'un des conjoints, notamment le conjoint masculin. Et il nous donnera la conduite à tenir dans ces cas précis. Sinon, nous sommes toujours à deux pour vous proposer cette émission. Marco, bonjour. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. C'est Matin Bonheur, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce jour numéro 2, ouvré bien sûr de la semaine. Le droit aura droit de cité, permettez la tautologie avec le juge Claude Abouya du tribunal de Yopougon. Le moment pour nous de remercier donc tous les magistrats de cette juridiction qui nous font l'honneur de venir de plus en plus ici sur ce plateau et se prêter au jeu entre guillemets des cas pratique. À côté de ce volet droit qui s'arrime, vous le savez, à tous les mardis, on a également le digital avec Marie-Pascale Baillet à double dose, avant et après l'info, sans oublier la poire cathodique qui sera coupée en deux avec nos frères de la radio Fréquence 2, la bande la plus cool de la FM, Isaac Dosso et sa team dans les matins d'Isaac. Et puis, notre inquisitrice Nessie sera là et va essayer de nous parler un peu de l'ambiance qui règne par rapport à la fête du travail. Mardi 30 avril, l'un des mois les plus magnifiques du monde. Et là, ça s'achève aujourd'hui. C'est clair. Et ce mois aura laissé beaucoup de souvenirs et pourquoi pas de l'expérience pour le mois d'avril 2020 à venir. Ça dépend des personnes aussi, pas pour tout le monde. Ça, c'est clair. Sinon, aujourd'hui, c'est le 30, on le dit. Et aujourd'hui, nous avons un nom à célébrer qui n'est autre que Saint-Robert. Robert pour les anglo-saxons, Robert pour les Français que nous célébrons aujourd'hui. On salue tous les Robert. Moi, j'ai une pensée pour un jeune dynamique du côté de la Riviera 2 qui s'appelle Soin Robert, que nous saluons, à qui nous adressons un coucou. Et puis des prénoms au pays lobby, oui. Il a cherché, il a bossé, Gausso, notre assistant, il a bossé. Il nous envoie des prénoms au pays lobby. Donc, chez les lobbies, un peuple du Bunkani, c'est dans le nord-est ivoirien. Le prénom à attribuer à un enfant venant à naître au sein d'une famille dépend généralement de l'ordre de naissance selon les dignitaires de cette communauté, Alix. C'est clair. Et les filles comme les garçons, tous ont un prénom qui reflète leur position ou rang parmi les frères et sœurs dans la famille. Et la manière ordinaire, explique-t-on, ces prénoms partent du premier-né au 6e enfant. Ainsi, chez les garçons, on aura Sié, qui est l'aîné. Voilà, donc quand vous entendez un Sié, un prénom ou un ancier, c'est que c'est le premier de la famille. Il est suivi de Samson. Ah, les Sansons. Oui. Puis vient Olo, le troisième fils du 4e au 6e garçon. On a respectivement Pekpe, To et Coco. Chez les filles, Eri est l'aînée. Elle est suivie dans l'ordre de Oro, Eni, Cicéré, désolé pour la prononciation, et Mimini et Toto, qui est le 6e. Cependant, certains prénoms ont la particularité d'être attribués à la fois aux filles et aux garçons. D'abord, il s'agit de tout 7e enfant de la famille, qu'il soit une fille ou un garçon, on l'appelle Bokar. Ensuite, deuxième exception, le cas de jumeaux ou de jumelles. Dans ce cas de figure, malgré le sexe de l'enfant, l'un se prénomme toujours Naba et l'autre Jemmy, et tout enfant qui naît après ceci est appelé Didjou, et précise les anciens. Enfin, c'est ce que les anciens nous disent. Ben oui, et nous sommes très arrimés. On salue donc, pour revenir à notre culture. On salue donc tous les Sié, tous les Sansons, tous les Holo, tous les Kwekwe, tous les Toto et les Coco. Ça va? Ça va, ça va. Ça va pour aujourd'hui. Il y a des anniversaires aujourd'hui? Bien, c'est sûr. On a des anniversaires pour ce 30. Et l'ex-ministre du côté de l'Hexagone, M. Nicolas Hulot, il est journaliste. On le remarque beaucoup dans les documentaires pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est né en 1955. Jacques Audiard, réalisateur français également, oui. célèbre un an de plus aujourd'hui. On n'a pas l'illustration, c'est pas grave, on est habitué maintenant, vous savez là-haut, on est habitué, on fait avec. Et puis, ils nous ont quittés un 30 avril. Hélas. Jean-François Revel, philosophe, écrivain, journaliste français
Donc, on n'a pas également son image d'illustration. Ensuite, Alix. Ensuite, on a quelques événements pour ce 30 avril, notamment en 1881. La flotte française s'empare de Bizerte et l'infanterie pénètre en Tunisie. Voilà, c'est de l'histoire. Ok, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée de la non-violence éducative. Il y a plusieurs journées, attention, journée de la non-violence éducative, journée internationale du jazz, oui, du jazz. On Et adore. nous sommes tous friands sur ce plateau. Et puis, il y a la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Merci d'être à Matin Bonheur, le lieu où on donne toutes les infos au sens propre comme au sens figuré. Tenez, au sens propre maintenant, le flash officiel, carré, avec notre très cher Régis Kofi. C'est parti. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité, le premier de cette journée. Bonjour à vous également, Alix et Marco. Les opérateurs économiques ivoiriens vivant aux États-Unis, invités à investir dans leur pays d'origine, le Premier ministre Amadou Coulibaly les a exhortés en ce sens lors du Forum des compétences, un cadre créé par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis pour partager les bonnes pratiques en management. Je vous donne lecture rapidement de ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères. La Direction générale du protocole d'État informe que l'édition 2019 de la Fête du Travail se tiendra le mercredi 1er mai 2019 à 10 h dans l'enceinte de la primature 6 au plateau sous la présidence de M. Amadou Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement. Par ailleurs, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités et centrales syndicales invitées à cette célébration que la mise en place débutera effectivement à 7h30 et prendra fin à 9h30. Le Conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce a été installé hier. Il a pour objectif de permettre aux États membres de la CEDEAO de faire face efficacement aux menaces actuelles et émergentes dans la région. 5 États ont été sélectionnés pour la phase pilote. Le projet Appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire est arrivé à son terme. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants, il vise à assurer un meilleur contrôle des frontières ivoiriennes. On fait le point avec Sidonie Davila. 20 mois ont suffi à l'Organisation internationale pour les migrants OIM pour achever ses travaux sur l'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire. L'idée est de sécuriser les frontières en renforçant davantage la formation des agents sur le terrain. À la cérémonie de restitution des résultats des travaux, les différents acteurs font le point. L'action entreprise par l'OIM conjointement avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a permis d'accroître les capacités opérationnelles et stratégiques de la Côte d'Ivoire à gérer de manière efficace, cohérente et harmonisée ses frontières par la construction et l'équipement complet de 4 postes de police aux frontières. Le projet nous a également permis d'initier des campagnes de sensibilisation portant sur l'engagement citoyen des communautés riveraines et le renforcement de la communication et la collaboration entre elles. L'accès aux instruments législatifs et réglementaires des frontières est un autre volet aussi important. Lors de ces travaux, l'OIM a produit un document, outil de travail, devant servir de base. Le ministère de l'Intérieur approuve sa collaboration avec l'OIM qui a permis d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement. Il sait pouvoir compter sur vous pour nous appuyer davantage dans notre plaidoyer en vue de l'obtention de financement pour la construction de 11 nouveaux postes dans des localités frontalières aussi sensibles déjà identifiées. L'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire est un projet de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA. Il est exécuté par l'OIM et financé par l'Union européenne.
Lutte contre l'incivisme en Côte d'Ivoire, plus de 14 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des centres de services civiques. Ces centres ont permis de former des milliers de jeunes Ivoiriens avant leur fermeture en 1984. Les explications de Éric Goré. Voici dans quel état se trouvent les centres de services civiques de Côte d'Ivoire qui ont servi à former des jeunes Ivoiriens du milieu rural de 1963 à 1984. Dans ces centres rattachés autrefois au ministère de la Défense, une éducation civique était donnée aux jeunes Ivoiriens. Et en plus, ils étaient formés à l'agriculture et aux techniques générales. Un centre de service civique est fait à dessein. C'est pour prendre ces jeunes gens en situation de vulnérabilité, renforcer leurs capacités et les insérer dans le tissu économique. Raison pour laquelle le secrétariat d'État chargé du service civique décide de réhabiliter ces lieux de formation en construisant d'autres centres afin de continuer la mission. Outre l'encadrement des jeunes du milieu rural, les jeunes du milieu urbain seront aussi pris en compte. Les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de dévotion à la nation, de respect des institutions de la République qui fondaient l'exception ivoirienne il y a 40 ans ou 50 ans, sont tombés en déliquescence. Les fondements de l'État ont été profondément mis en cause pour une défiance récurrente à l'autorité de l'État. Les bénéficiaires de ce projet saluent l'initiative. Une initiative qui rejoint la politique du président de la République qui fait de la jeunesse sa priorité. Chacun a sa part à jouer et la part du ministère de la promotion de la jeunesse aux côtés donc des bailleurs, c'est de montrer, donner le bon exemple à la jeunesse. L'encadrement que nous allons avoir dans les différents centres qui seront mis à notre disposition, c'est du civisme. Donc c'est vraiment opportun, c'est vraiment très important. L'État de Côte d'Ivoire est accompagné dans ce projet par plusieurs partenaires, entre autres l'État français, l'Union européenne et l'UNICEF. On termine avec du football et cette mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Eric Bailly, l'international ivoirien de Manchester United, ne sera pas à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui aura lieu en juin prochain. Il est indisponible pour plusieurs semaines suite à une rupture des ligaments du genou droit après un contact avec Kovacic, le joueur de Chelsea. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 6h30. Triste pour lui. Ah oui. Ah oui, triste. Surtout qu'il faisait un très bon match. Justement, il faisait un très bon match. Mais Bon, je pensais qu'il écoutait clé, peut-être les commentateurs et qu'il a été peut-être bluffé. En fait, il se donnait beaucoup. Et puis surtout qu'il il revenait il n'y a pas trop longtemps de blessure. Oui, d'une blessure. On a une pensée pour son épouse, pour sa famille et puis pour tous les J'espère qu'il va se férus de rétablir football. très vite. Et ligament, ça c'est les croisés, ligaments croisés. Oui, ça c'est combien de temps de disponibilité? Au moins 1 an? Non. 6 mois? 6 mois. 6 mois, oui. Six La mois. moitié d'une 6 mois. année. Hein. Et puis en plus la rééducation. 4-6 mois. Oh, wow. Donc, De tout cœur avec Éric toi, champion. Bailly. De tout cœur. Franchement, force à toi. Et pour rester toujours dans la sphère du sport, on ne va pas déroger à la règle. On va vous offrir notre capsule fitness du jour, des exercices de mise en forme. Voilà, il faut rester toujours en forme. Et c'est coach Cyril Niamke se charge de s'occuper de vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes levé du bon pied et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, 5 exercices pour vous, 5 exercices assez simples qui vont vous permettre de bouger, qui vont vous permettre d'être en forme pour commencer cette journée. Allez, on commence sans plus tarder avec la main au sol à chaque fois. On va alterner le mouvement. On va toucher le sol, partir sur un côté et changer de côté. D'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va à 20 répétitions rapides. Allez, 1, on touche le sol, on change de côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice, ce sera des squats. Donc on va écarter les jambes au maximum, les pieds vers l'extérieur, mettre les mains au niveau de la poitrine pour garder le dos droit, le haut du corps droit. On descend en squat et on pousse pour remonter 1. On contracte les fessiers à la montée, 2, 3, 12 répétitions, 4, 5,
8, 9, 10, 11, la dernière, 12, parfait. Troisième exercice, 8 répétitions de marche avec les mains. Donc, on va fléchir les deux jambes, avancer avec les mains et se redresser. 1. N'oubliez pas d'avoir les abdos bien gainés. 2. Descendez pas trop le bassin quand vous montez, quand vous arrivez en position de pompe. Ça, c'est pas le bon mouvement. Abdos bien gainés. 3. 4. Vous devez arriver à maîtriser votre corps à chaque fois que vous faites des mouvements. Allez, courage. 5. 6, encore 2 répétitions. 7, la dernière. Parfait. Les mains au niveau de la poitrine. On va donner des coups de pied maintenant. Des coups de pied alternés de gauche à droite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on va à 20, 14, 15, allez courage, 16, 17, 18, 19, plus haut. Parfait. Dernier exercice pour terminer. On va se coucher sur le dos. Moins on prend de temps de pause, plus on dit de calories. Allez, les mains dans les fesses, mouvement des jambes. 1, 2, on va à 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Circuit terminé. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à noter. C'est très important pour vos futurs entraînements. Au cas où vous n'avez pas le temps de vous entraîner le matin, vous pouvez faire ce circuit ce soir. Vous pouvez faire ce circuit les autres soirs. Vous pouvez vous entraîner autant que vous pouvez parce que vous avez plein d'exercices, plein de séries différentes que vous pouvez enregistrer. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et prenez soin de vous. Mangez sainement, aimez les légumes, hydratez-vous et on se voit très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, coach. On va écouter de façon religieuse les conseils que vous nous donnez. On va manger sainement, tout ça. Puis on va se faire un petit récapitulatif dans quelques temps de tous les conseils et puis savoir si ils ont été respectés. Puis qu'est-ce qui a attiré plus l'attention, surtout du public qui vous suit avec beaucoup de passion. Alors, il est 6 h, mesdames et messieurs, passé de 12 minutes partout en Côte d'Ivoire, sinon vous nous regardez. Merci d'être avec nous. Et puis aujourd'hui, avec notre spécialiste, notre jeune spécialiste donc, du digital, Marie-Pascale Baillet, MAPA, c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est ça, tu as toujours un petit prénom comme ça. Ça va bien? Ça va très bien. Pour vous mettre en connexion, oui. le digital, ça va? Oui, ça Devenir va très blogueuse, c'est un rêve pour de nombreuses personnes qui nous regardent, ouais. Mais ça passe par des fondamentaux qu'il faut avoir. Oui, exactement, comme vous l'avez dit. Donc, devenir blogueuse, aujourd'hui, on va rester dans la dynamique de l'annonce de certains métiers du digital. Et on va faire un focus sur le métier de blogueuse. On reviendra sur le métier de blogueur, mais c'est en général les mêmes basiques. On va terminer par un top de quelques blogueuses qui font quand même, qui se font remarquer dans le monde et en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que devenir blogueuse en fait rêver plus d'une. Quand on se rend compte que certaines blogueuses arrivent à avoir un salaire à 5 chiffres. C'est vrai? Dites-nous tout, dites-nous tout. 5 chiffres, c'est vraiment bien. Alors, vous restez chez vous à la maison en général, vous êtes original, vous intervenez sur certaines thématiques ou en général, vous intervenez sur tout ce qui touche la société et puis vous faites des chiffres à la maison. C'est très simple. C'est très simple, mais ça passe sûrement par une méthodologie bien précise. C'est sûr. Beaucoup de sacrifices aussi. Exactement. Il faut vraiment beaucoup de sacrifices. Alors, tout le monde peut devenir blogueur si, bien sûr, on a le basique de la lecture. Si on a de l'écriture, on peut se former à devenir blogueur. Il faut avoir aussi des techniques avec l'outil informatique, vu que c'est vraiment l'ordinateur qu'on utilise au quotidien et les téléphones. Il faut donc avoir la maîtrise des engins de la nouvelle technologie. Et il faut être vraiment un as des réseaux sociaux. Il faut comprendre les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Au départ, vous avez un blog, donc un site internet ou une landing page simple où vous écrivez de petits articles. Au départ, c'est vous seulement qui lisez vos articles. C'est
C'est triste, mais c'est comme ça. Au départ, non, on faut pas voir le côté tristesse, on voit le côté apprentissage. Oui, exactement. Voilà, on se forme comme ça. Exactement. Donc, vous dites à votre entourage, est-ce que vous pouvez me suivre? Et après, il faut directement venir sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez créer une page Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et à côté de ça, vous allez commencer à développer certains réflexes. Donc, première des choses, il faut miser sur l'originalité. C'est important, important, important. Si vous voulez avoir un blog, pensez originalité. Qu'est-ce que je vais apporter à mes lecteurs? Qu'est-ce que je vais apporter aux lecteurs qui existent déjà? Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Donc, l'originalité, il faut vraiment travailler dessus. Ensuite, il faut travailler sur le côté soigneux du blog. Alors, si vous avez un blog qui n'est pas très fameux, qui n'est pas très attrayant, couleur, charte graphique, ça sera très compliqué parce qu'en général, les internautes, on est toujours attirés par ce qui est beau. Prenez l'exemple de Matin Bonheur qui est toujours beau. Donc voilà, on fait attention à avoir un blog qui est très soigné. À côté de ça, il faut placer la lecture en premier. Vous ne pouvez pas écrire si vous-même vous ne lisez pas. Lire, ça vous donne des idées, ça renchérit votre esprit. Discuter également avec les gens, ça vous permet de développer certaines thématiques et de savoir ce que les gens pensent de vous. Donc, si vous discutez avec les gens, si vous lisez, vous serez une très bonne blogueuse, mesdames. En tout cas, je m'adresse aux dames ce matin. Et puis après, comme j'ai dit, encore avoir des compétences techniques. Et puis, quelque chose qui est important, il faut publier régulièrement. Vous ne pouvez pas avoir un blog et écrire un article tous les 6 mois, tous les 1 an. Il faut écrire vraiment, vraiment régulièrement. Alors, quelle serait la fréquence? Alors, tous les jours, c'est pas évident pour un blog parce qu'après, ça va fatiguer un peu les internautes parce que le temps de lire l'article, de le digérer, en général, on nous donne des conseils qui sont pas mal, donc il faut les appliquer. Alors, le compromis serait quoi? Une fois par mois, ce serait bien. Une fois par mois pour un très gros article. Ensuite, il faut savoir que les blogs, en fait, ont des structures. Donc, vous avez un gros article et après, vous avez de petits articles sponsorisés où vous écrivez, vous mettez en avant quelqu'un. Donc, on va dire 4 articles par mois, c'est pas mal. Mais n'oubliez pas, soyez présents sur les réseaux sociaux. Si vous n'écrivez pas d'article, si vous écrivez un article par semaine, c'est top, mais il faut toujours être sur les réseaux sociaux. Il faut nous partager ce que vous pensez, ce que vous préparez. Aujourd'hui, on a des blogueuses qui, par exemple, nous donnent des rendez-vous tous les mercredis à 15h. Vous avez une blogueuse qui vous dit connectez-vous mercredi 15h, 15 minutes, 15 secondes, vous aurez un nouvel article. Et donc, nous, les internautes, on est là, on attend, on a soif, vraiment. Alix va s'adresser à vous à 17h. À 17h. 17 minutes. 17 minutes. Ah, mais ça tombe bien, je suis née vers ces heures-là, donc c'est idéal. C'est parfait, alors. Du Vietnam. Alors, donc, on va faire un focus. Donc, comme on a dit, on a donné des basiques, mais il faut savoir que c'est possible de vivre de son blog. C'est possible aujourd'hui avec les entreprises, les marques. Il y a des blogueurs qui s'arrachent vraiment, que les marques poursuivent, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. On a des blogueurs qui font la une des affiches dans le monde. On a des blogueurs qui sont égéries de marques. Donc, ça peut nourrir son... Est-ce que ça ne noie pas le discours? Est-ce que, parce que souvent on parle de... Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, une corruption digitale, entre guillemets, hein? Est-ce que ça ne noie pas? Parce qu'on a vu des blogueurs ou des blogueurs qui se sont vraiment trompés sur certains services. Oui, c'est pas faux. Est-ce que c'est fiable à 100%? Alors, bon... Et puis, est-ce que ça ne fait pas des blogueurs, des stars, alors que la star, c'est le produit? Non, pas vraiment, parce que le blogueur, c'est quelqu'un de public en général. Et c'est très bien quand le blogueur ou la blogueuse est contacté par des marques. Pourquoi? Parce qu'on ne voit, au-delà de son écriture et de la qualité de ses écrits, on remarque en fait la communauté que le blogueur arrive à créer, à fédérer. Vous avez par exemple des blogueurs, si vous avez un blogueur qui parle d'éducation, vous avez tout l'écosystème en fait d'éducation qui suit ce blogueur-là. Donc, si ce blogueur a fait une recommandation sur un professeur, sur une école, c'est très bien. Donc, on se dit, si une marque s'associe à ce blogueur,
c'est pertinent quand même parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, si c'est un blogueur qui parle de tout, évidemment, si on le prend et qu'on l'associe à une marque, il peut quand même déteindre sur la population et évidemment déteindre sur les habitudes de sa communauté. Donc, c'est très bien pour les blogueurs de faire des partenariats. C'est vrai que des fois, on se dit, est-ce que ça ne va pas les fatiguer ou les dérouter? Mais je pense que les blogueurs, ils sont focus en général. Donc, même quand il y a beaucoup de partenariats, ils arrivent à rester focus sur ça. Et objectif. Toujours rester dans sa ligne directrice, hein, oui. parce qu'on ne peut pas être blogueur de vegan et puis être égérie d'une marque de boucherie. C'est sûr. Voilà. Sûr. Il faut rester. En général, ils n'acceptent que des partenariats qui rentrent en ligne de compte avec leur ligne éditoriale et leur thématique. Donc, ça va. Marie-Pascale. Oui. Quid d'une blogueuse qui est une femme politique? Est-ce que c'est la même chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est les mêmes codes? Bien sûr, ce sont les mêmes codes. Après, tout dépend de la thématique. Si vous parlez de politique, il y a quand même des choses que vous allez apprendre. C'est pas la même chose. La base, c'est l'écriture. Après, il faut se spécialiser, on va dire ça comme ça. Le blogueur politique, il a des basiques un peu plus différents que le blogueur de santé, par exemple. Mais tout est-il qu'ils ont quand même les mêmes aspirations. Les mêmes fondamentaux. Oui, les mêmes fondamentaux, en tout cas. Et comment on opère le choix d'une thématique ou d'une autre? C'est inné, c'est inhérent à nous, ou on se dit, bon, je suis un peu choquée par la fonte des glaces, je suis, voilà. Oui, alors, les deux cas existent. Hein. Vous avez des blogueurs qui ont commencé, bam, avec, par exemple... un coup de cœur. Un coup de cœur. Vous avez Karel qui est très active sur son blog, les chroniques de Karel. Elle et les gourmandises, pardon, de Karel, elle ne parle que de cuisine. À la base, elle est journaliste, elle a laissé le journalisme en radio. Et puis un matin, avec l'amour de la cuisine, elle s'est dit pourquoi pas se lancer. Et aujourd'hui, elle vit mais totalement, entièrement de son blog. À côté d'elle, vous avez une dame dont tout le monde en parle, Linda Ikeji, qui est la millionnaire des blogueuses. Elle ne fait que ça. Elle fait beaucoup de généralités, elle fait dans le digital, mais elle ne fait que ça. Et aujourd'hui, les marques vraiment la contactent pour des articles. Elle sort maintenant du digital. Hein, oui, elle sort vraiment maintenant du digital. S'arrache donc on dit même que la politique n'est pas loin. Oui, la politique n'est pas loin. Alors, moi, j'ai une question aussi par rapport... On était au Adicom Days, on a vu qu'il y a vraiment un vivier inépuisable de blogueurs, notamment africains, aussi du Sahara, tout ça. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on gagne concrètement? C'est bien beau de nous dire ça, mais les jeunes dames qui nous regardent, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on vit complètement de son art? Ou bien c'est un marché qui est très, très fragile? Ah, d'accord. Donnez-nous les sommes. De quoi nous réorienter? C'est possible de vivre de son art. C'est possible. En Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est possible. Si bien sûr, on travaille à se donner les moyens. Ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire parce que c'est une thématique qui commence encore, qui traîne un peu, mais qui débute, mais ça bouge vraiment. Vous avez par exemple Fantastique, Fanta Koné, qui vit vraiment dans la mode. Oui, dans la mode. Elle l'a commencé en tant que blogueuse. Aujourd'hui, son blog lui a ouvert vraiment les portes de la mode. Elle est mannequin, elle est égérie, elle est ambassadrice, mais vraiment, elle arrive à quand même à faire des chiffres. Oman Mélissa, qui fait blogueuse pour maman. Donc c'est vraiment... Qui donne de sa personne. Qui donne de sa personne. En général, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, la majorité des blogueuses, on a Yeni Djidji, par exemple, qui vit totalement de ce blog. C'est une icône. Une icône qui a eu plein de prix et qui vous dit, elle n'a jamais postulé à un emploi. Un Syriac Bougou. Syriac Bougou, qui vit totalement, il voyage au village, il voyage, mais il a des opportunités de voyage, mais via son blog. On lui fait des mails en lui disant, monsieur, on vous a vu, vous êtes un influenceur, vous avez une communauté, venez participer à un événement et ça paie. Donc, en général, on va dire, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de penser à vivre totalement de leur blog. Ça existe, mais c'est encore en train de se travailler. Ils font quand même des chiffres. À la fin du mois, ils ont quand même les savoir, comptes Marie-Pascale, bancaires. mine de rien, le blogueur a des fonctions voisines de celles du journalisme. Est-ce qu'à terme, parce que dans des pays, par exemple, le blogueur est
est plus équipée qu'une télé, qu'une Oui. chaîne de télé. Oui. Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas de créer un conflit avec le journalisme traditionnel? Alors la question s'est posée, hein. Il y a quand même quelques années de cela qu'on en parle. Vous avez en Côte d'Ivoire par exemple l'ABCI qui est l'association des blogueurs, l'UMBCI qui est l'union des blogueurs. Et ces deux entités en fait toujours essaient de discuter à dire nous sommes des personnes qui écrivent. Mais nous ne sommes pas là pour faire l'ombre aux journalistes, parce que les journalistes ont une formation. C'est vrai que les blogueurs aujourd'hui, pour se professionnaliser, ils sont obligés un peu quand même de suivre des cours, d'avoir de la formation. C'est mieux, mais ils comprennent directement qu'ils ne sont pas venus pour faire l'ombre. Les journalistes aussi deviennent de plus en plus blogueurs. Exactement. Et c'est bien d'ailleurs. Exactement, c'est très bien d'ailleurs. Donc en tout cas, on encourage encore les femmes. Si vous êtes à la maison, vraiment. Alix et moi, nous, on va faire un blog. Le blog des sourires. Un blog à deux. On va donner tous nos surnoms, les moqueries. Ah oui, le blog des sourires. Mais mine de rien, il y a des blogs aussi inattendus qui ne parlent de rien de bon, mais qui marchent. Il y a des blogs qui parlent par exemple de mets africains. Comme les Bofloto, le petit ça, c'est bissap. bon. Ça, c'est top. Moi, j'ai déguisé un blog sur le foufou. Moi, je suis passionné, j'aime beaucoup le foufou. Alix en sait quelque chose. Oui, bien sûr, en cuisine. Ça pourrait faire une thématique. Ah, oui. Donc, et le foufou, j'ai découvert le foufou de Bassam, le foufou à Ducrou. Donc, un blog pour ça. Il y en a plusieurs manières. Oui, il y a plusieurs. Même en Afrique. Oui. Oui. Alors, pour dire encore, pour renchérir à ce que vous dites, c'est que vous pouvez commencer à une thématique et après un peu l'élargir. Si vous commencez avec le foufou, c'est clair que le foufou, au bout de diversion, ça sera... Mais non, mais parfois on a l'impression qu'on va vite, mais alors qu'il y a la banane, il y a la saison. Moi, j'ai regardé, moi je suis passionné de foufou, hein, j'aime beaucoup le foufou. Soit en passant, hein, vous pouvez déposer les marmites à l'entrée de la télé. Mais je veux dire, c'est très important parce qu'il faut se spécialiser, quel que soit. Exactement. On a Wangari Maathai qui a été prix Nobel, qui a commencé, les gens se moquaient d'elle autour, qui a été prix Nobel après, tout ça. C'est-à-dire, si vous êtes conséquent dans votre passion, les gens vont vous suivre. Même si c'est sur des sujets aussi légers ou light, comme on dit. Les insectes et autres. Vous avez par exemple Janine Congo qui, elle, n'est que blogueuse religieuse, chrétienne. Elle ne parle que de la spiritualité. Vous avez Chanté qui est professeur, qui a démissionné de l'université, qui est maintenant professeur école primaire, mais qui fait éducation, qui fait culture. Une blogueuse brésilienne qui s'occupe spécialement des sex toys. Ça marche, bon. Alors, pour les adultes. Oui, bien sûr. Donc, pour toutes les thématiques, vous avez des blogs. Et c'est très bien parce que ça forme. Ça forme vraiment, 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 vraiment. On en a une ici en Côte d'Ivoire qui est dans la mode, et particulièrement dans le capillaire, qui fait vraiment beaucoup d'œuvres d'art avec ses cheveux, et qui est très appelée, sollicitée par les marques maintenant. Donc vraiment, il y a beaucoup de thématiques. Lancez-vous, écrivez et partagez-nous à Matin Bonheur votre lien. On se fera le plaisir de visiter votre blog. Peut-être qu'après, ça fera plaisir. Oui, voilà, peut-être qu'après le gîte, on va terminer parce que vous avez parlé d'influenceurs. On va essayer de nuancer entre les deux, influenceurs et blogueurs. À tout à l'heure. Elle a bien teasé, Alix. Le rendez-vous est pris comme ça. Et puis, regardez-nous, hashtag Matin Bonheur, hein, pour rester dans la spirale de la digitalisation. Hashtag Matin Bonheur, hashtag Marie-Pascale Bailly pour voir toutes les infos. Hashtag Alix Kokola, hashtag Marcelin Gouvoui, hashtag Régis Kofi pour maintenant parler, pas de foufou comme j'aime bien, mais de l'info. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Des passages nuageux pourraient intéresser les régions du sud avec par moments des pluies localisées. Par la suite, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les zones de l'ouest et du centre seront eux aussi nuageux en début de période avec des pluies, tandis que le reste du pays restera partiellement nuageux. Côté température, on notera au cours de cette matinée 27 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 degrés à Bondoukou. La région du Béké observera 25 degrés, 26 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro. Gagnon affichera 26 degrés, 24 degrés dans les villes de Korogo et de Mans. On notera 25 degrés à Odiéné, 26 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra et de Tabou et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. Durant l'après-midi, l'ensemble du pays sera généralement ensoleillé. Les régions du sud verront des passages nuageux accompagnés d'orages et d'averses de pluie en milieu ou en fin de période. Des orages isolés et des pluies localisées seront présentes sur les parties ouest, centre et sud forestières en fin de période.
Le littoral, quant à lui, sera partiellement nuageux avec un faible risque de pluie. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou. Bouaké affichera 33 degrés, 32 degrés à Daloa. On notera 35 degrés dans la ville de Dimbokro. Gagnon affichera 32 degrés, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans. Odiéné, 35 degrés, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et 32 degrés dans les villes de Tabo et de Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable semaine à vous. Madame, Monsieur, bonjour. Ce point d'information est consacré à l'actualité africaine. Au Mali, près de 900 écoles fermées à cause de l'insécurité. Plus de la moitié de ces 900 écoles fermées se trouvent dans la région de Mopti, située au centre du pays et en proie à une insécurité grandissante selon l'UNICEF. L'Agence des Nations Unies chargée de l'éducation déplore cette situation. Au Nigeria, des femmes et des enfants en prison sont victimes de violences selon Amnesty International. Les abus seraient perpétrés à la fois par des détenus et des agents de sécurité dans les prisons de haute sécurité de Maïdougouri et de la caserne de Jiwa. Des milliers de civils sont détenus dans ces lieux en raison de liens présumés avec Boko Haram. Un groupe de près de 150 réfugiés provenant de la ville de Misrata en Libye est arrivé hier en fin d'après-midi à l'aéroport militaire de Patricia di Mare, non loin de Rome. Selon le ministère italien de l'Intérieur, le groupe est composé de 87 hommes et 60 femmes. 68 de ces 147 personnes sont des mineurs. Ils sont éthiopiens, érythréens, somaliens, soudanais et syriens. Au Burkina Faso, 6 personnes, dont un pasteur, ont été abattues. Le pasteur Pierre Ouedraogo était presque à la fin du culte dominical lorsque des hommes armés sont arrivés sur des motos aux environs de midi, ont indiqué les autorités locales. Ils ont ouvert le feu sur le pasteur, 2 de ses fils et 3 autres fidèles. Tous ont été tués sur le coup. On reste au Burkina Faso. Le traitement des dossiers judiciaires de plus de 5000 détenus est retardé par des grèves à répétition des agents de la justice selon les robes noires. Les avocats ont organisé une marche de protestation et ont tenu un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice à Ouagadougou, la capitale, pour dénoncer le blocage du système judiciaire du pays. Les jeunes sud-africains représentent la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections générales du 8 mai prochain dans le pays. La génération des moins de 25 ans qui n'a pas connu la chape de plomb de l'apartheid officiellement abolie en 1994 reste divisée sur le sujet. Nouveau bilan du passage du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du Mozambique la semaine dernière. Il s'est alourdi à 38 morts hier. On dénombre également 39 blessés alors que près de 35 000 habitations ont été détruites ou endommagées. La forte montée des eaux complique les efforts des secours pour venir en aide aux milliers de sinistrés. Les autorités togolaises viennent de lancer une campagne de vaccination contre la rage en vue de répondre à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. La campagne va durer 3 mois avec pour cible les animaux de compagnie.
L'Ouganda organise son premier concours de Miss Curvy dans le cadre d'une campagne gouvernementale visant à utiliser les femmes rondes pour attirer les touristes en Afrique de l'Est. L'événement a d'abord été annoncé par le ministre du Tourisme, Godfrey Kiwanda, en février et a suscité la fureur des militants à l'époque. Voilà, c'est la fin de ce tour de raison de l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Pourquoi la fureur? Ben oui. Pourquoi la fureur? La fureur parce que le gouvernement a initié cette compétition pour attirer justement les touristes. Ah ouais? En fait, c'était, il existe ce concours déjà, et le gouvernement s'approprie ce concours pour justement attirer. Voilà. Donc ils sont furieux parce que bon, ils ne veulent pas que ça soit. Ils ne veulent pas que les touristes viennent prendre leur femme, en fait. Ah, d'accord. Ah ouais, on est... En tout cas, ça a motivé certains sur ce plateau à partir. Ça nous a motivé tous. Mais revenez, dans quel pays, si vous partez. En Ouganda. L'Ouganda? Partez, revenez. On y va avec visa ou sans visa? C'est bien l'Ouganda. On a encore 2 mois d'émission, je pense. On a retour à la réalité, à la dure réalité quotidienne. Avec les eaux ici. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Régis, on vous retrouve à 6h59 pour le Flash. Ça, ce sera le volet international hors Afrique. Allez, Marie-Pascale Mapa, comme on dit, est toujours avec nous. Elle est très chanceuse parce qu'elle bénéficie donc de la double dose de passage. Et cette fois, avec elle, nous allons évoquer d'autres pans de ce métier magnifique de blogueuse. Alors, comme on le disait, c'est possible d'être blogueuse quand on a une thématique. Il faut penser à être original. Et tout à l'heure, avec vous, on en parlait. Il y a 2 sortes de personnes maintenant qui sont vraiment très bien vues sur Internet, qui sont les influenceurs. Ah oui. Qu'est-ce qu'un influenceur? Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui est très actif sur Internet parce que c'est un mot qui existait déjà, mais qui a commencé à être très utilisé à cause du web, à cause des réseaux sociaux et de l'affluence qu'on a sur Internet. Et donc, un influenceur, c'est quelqu'un qui traite d'une thématique ou de plusieurs thématiques, mais qui arrive à fédérer derrière ses idéologies une très grande communauté. Une très grande communauté. Entendez par communauté des followers, donc des personnes qui suivent cette personne-là. On peut vous suivre via votre blog, votre site internet, ou simplement vos différentes pages, donc, ou bien via votre chaîne YouTube. Alors, les influenceurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, ça marche, mais vraiment. Ce sont des personnes qui ont une très grande communauté, qui, quand ils annoncent quelque chose, on a beaucoup de monde qui les suivent, qui commentent, qui partagent et qui sont à l'afflux d'informations. Ils sont toujours en train de chercher ce qui se passe et en plus, en Afrique encore, ils interviennent aussi pendant les catastrophes. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire des influenceurs dans le temps qui ont aidé lors des inondations. Des fois, ils se regroupent et se disent parce qu'on est influenceur, parce on graine une grande communauté, la population nous regarde, il faut aller les aider. Donc vous avez par exemple les inondations passées où les influenceurs se sont fédérés pour venir en aide à des personnes dans des zones à risque, qui sont venus en aide à des associations par exemple, et ça marche en tout cas. Donc on écoute ce qu'ils disent. Et dans le cas des influenceurs, comparativement aux blogueurs, ce sont des personnes qui ont des métiers à la base, mais qui exercent exclusivement dans un domaine. Alors, pour influencer, bien sûr. Bon. Il commence par quelque chose. Quand on regarde la sphère en Côte d'Ivoire, par exemple, en général, la majorité des influenceurs sont des blogueurs parce qu'ils ont déjà la facilité d'être sur Internet, de créer cette communauté. Ensuite, cette communauté, en fait d'eux des influenceurs. Mais vous avez aussi des personnes qui, par exemple, sont des danseurs, mais qui sont très actifs sur Internet, qui font qu'aujourd'hui, on peut les considérer comme des influenceurs. Ou vous avez des animateurs, par exemple. Vous avez vous qui fédérez une communauté et qui à un moment donné, vous pouvez être contacté par une marque en disant vos mots sont suivis, vos décisions sont suivies, donc on vous positionne. Là je me permets d'intervenir parce que ça c'est un avis personnel. Oui. Quand on influence,
Moi, j'aime par exemple le côté social de l'influence, le volet social, où un homme, une femme agit sur sa communauté par des infos. Mais parfois, ce n'est pas naturel. Parfois, on a une influence qui est fabriquée et qui n'est pas naturelle. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont des prix, on ne sait pas d'où ces prix-là viennent. Bon, moi, je peux avoir des amis qui sont sur la toile ou bien qui sont sur Internet, qui sont très bons dans le digital, qui peuvent mettre ma photo. Ou bien je peux avoir une amitié, par exemple, chez le digital, pour que Matin Bonheur passe toujours en premier. Encore que Matin Bonheur, l'une des 30 ou 50e photo qui est sur le site de la télé. Mais je veux dire, des fois, ce n'est pas naturel. Il y a des pages qui sont sponsorisées, il y a des pages qui sont sponsorisées, il y a un peu de copinage là-dedans. Alors que la vraie influence, moi je prends toujours l'exemple de Wangari Maathai, de Denis Mukwege, ils n'ont pas besoin de faire de publicité. Ce sont des influenceurs naturels, nés, c'est-à-dire avec ce qu'ils font. Mais je pense qu'on doit influencer avec ce qu'on fait, mais pas avec les gens qu'on connaît, qui peuvent toujours, voilà quoi. Alors c'est ce qui me gêne. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça a été quand même la base de beaucoup de polémiques sur la toile. C'est que les internautes ou monsieur tout le monde a commencé à se demander. D'abord, il faut signifier que ce n'est pas un métier d'être influenceur. Parce que des fois, les gens pensent que c'est un métier. Ce n'est pas un métier. On va dire c'est une étoile peut-être. On va dire dans le monde de l'hôtellerie, vous allez voilà une opportunité, un niveau. Mais comme vous l'avez dit, des fois, c'est compliqué. Ce qu'il faut faire, ce qu'il devrait être fait, c'est d'être influenceur au travers des actions que nous menons. Mais ça, c'est encore sur une chaîne, parce que vous avez des personnes qui ont une communauté. Tout compte fait, pour être influenceur, il faut d'abord avoir une communauté. Il faut qu'on dise, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui vous suivent, donc on se dit directement, si vous prenez position ou parti pour quelque chose, il y a forcément de la visibilité. Après, il faut travailler en contenu et en action qualitative. Qualitative, pas quantitative, mais qualitative. Il ne faut pas tricher. Il faut vraiment poser des actions afin que votre communauté et même les téléspectateurs ou le monde attestent que vraiment vous êtes l'influenceur. Alix, par exemple, je m'excuse, Alix, par exemple, peut ne pas être influenceuse. Mais Alix a des actes qu'elle pose sans forcément vouloir qu'on puisse le savoir. Voilà. Elle a des ONG où elle participe, tout ça. Mais je veux dire, c'est bon aussi. Oui, c'est très bien. C'est une façon d'être influenceur, mais en sous-bassement. Je pense que parfois, c'est plus noble que l'influence azimut. C'est comme si on vous inflige ça et ça fait bizarre. Après, ça crée de la mégalomanie. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ceux qui sont mis en avant, ce sont ceux sur qui on met beaucoup de communication. On ne va pas dire qu'ils ne posent pas d'action, mais il y en a qui ne sont pas connus, mais qui agissent vraiment dans l'ombre, mais qui décident de ne pas se mettre en avant. Mais quand même, il faut bien que quelqu'un vienne en avant pour qu'on puisse comprendre que ça existe et que c'est important. Aussi, il y a une collaboration qui se fait entre les influenceurs, qu'on va dire, qui ne se mettent pas en avant et ceux qui sont mis en avant. Parce que vous avez, par exemple, de grandes personnes dans le monde qui veulent investir pour des œuvres caritatives, mais qui ne veulent pas la communication. Donc, ils disent, bon, je choisis un influenceur qui, lui, adore ça, qui, lui, a une communauté. Je lui dis, je lui donne une somme, qu'il aille faire des actions à son nom, peut-être, ou pas. Mais, en tout cas, il y a une action qui est posée. Donc, c'est très bien. Ça a des avantages. Ça a des avantages. Il faut juste avoir une très bonne communauté, mais un impact. Aujourd'hui, on a besoin de mesurer l'impact que ces influenceurs-là ont sur leur communauté. On arrive quand même avec l'accord des marques qui viennent et qui les contactent, parce que les influenceurs ont quand même une communauté derrière qui arrive à les suivre quand même. Alors, à ce niveau, parlons davantage et de positionnement de votre expertise. Est-ce que c'est judicieux pour des marques de s'arrimer à des influenceurs ou à des blogueurs? C'est judicieux, c'est primordial, c'est important, c'est profitable. Et sécurisant. Entre le blogueur, si vous deviez choisir, vous êtes la responsable marketing d'une grande marque, par exemple, de cosmétiques, qu'est-ce que vous faites? Blogueur ou influenceur? C'est une très bonne question, mais le blogueur peut être aussi influenceur. L'influenceur peut ne pas être blogueur à la base, ça peut être un monsieur tout le monde, mais qui agit sur une certaine thématique. Mais... Marie-Pascale, vous devez choisir.
Vous avez le budget, vous avez toutes les cartes en main. Les gens du web vont me... Non, mais on peut décider pour vous, venez via Matin Bonheur. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, l'influenceur, c'est pas mal, le blogueur, c'est pas mal. On va dire que ça dépendra de la cible. Influengueur. Influent-blogueur. Influengueur. Ouais. Ok. Ça dépendra de la cible et de l'objectif. Alors, c'est quoi justement le mix? C'est quoi le mix influenceur, blogueur? Ça, c'est un métier à venir. C'est-à-dire un mélange d'influenceurs, de blogueurs. Ça va donner quoi? J'espère que les influenceurs et les blogueurs ne me regardent pas parce que je suis en train de leur donner des problèmes. Mais ça sera influenceur et blogueur. Influemento. Marco. Ça commence à rentrer dans des... Ben oui, là, je crois qu'on est dans la citation de bon, nom. je pense que Matin Bonheur aussi, ça fait d'un influenceur quand même. C'est une... Donc oui, on a une grande communauté. Donc ça dépend pas de nous, chacun fait son travail. Nous, on anime, on fait en sorte que les invités viennent sur le plateau, de proposer des meilleurs invités. Maintenant, après, au digital et autres, tous ceux qui s'en occupent de faire en sorte que Matin Bonheur soit en avant pour influencer. Sinon, nous, on fait notre travail à la base. Bien sûr. Mais il faut dire aussi qu'on est influenceur par rapport au canal ou à la cible. Si on est à la télévision, on est... Influenceur naturellement. Voilà, naturellement, dans la pile des émissions télévision. En télévision, on peut dire, quand on regarde une chaîne, on a cette émission-là qui est vraiment l'émission qui influence, mais vraiment qui arrive à connecter beaucoup de personnes. Et donc, si on est blogueur également, on dira qu'on est influenceur-blogueur. Ou si on est danseur ou même goûteur, par exemple. Ah oui, goûteur. Goûteur, ça existe. Des personnes qui sont que critiques. Ils ont l'art de déguster des mets et de critiquer. Et il y a toute une communauté qui n'attend que leur critique. Il y a des nez aussi. Il y a des nez. Ouais. Moi, j'aurais pu faire nez, parce que j'ai un odorat. Il y a aussi des mains, des femmes, par exemple, qui ont vraiment... Je pourrais être pied aussi. Je suis pied. Vous êtes pied. Toutes les jolies chaussures. C'est Cendrillon. À cette allure, on aura beaucoup d'influenceurs. Donc vraiment, vraiment, lancez-vous encore dans le digital. Il y a tellement d'opportunités. Lancez-vous, allez-y, allez-y, allez-y. Il y a un champ, il y a un champ énorme, immense. Mais en fait, au-delà de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit sur Internet, le digital, il faut être vrai. Il faut être vrai, c'est notre véracité qui fera la différence. Marie-Pascale a parlé d'originalité, c'est vrai. Il faut être original, savoir choisir vraiment son canevas, son secteur. C'est ça qui est très, très important. Eh oui, eh oui. En tout cas, bien sûr, on a parlé d'influenceurs, de blogueurs. Si on continue, je vais vous faire un texte. D'accord. On va savoir si vous êtes digital ou pas. Ça vous dit? On y va. Vous m'avez mis dans un dilemme tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se payer le luxe d'être digital parce que vraiment, avec les horaires... On va vous poser deux, trois petites questions. Alors, si on vous donne la possibilité d'intervenir sur un projet de site Internet, si on vient, on vous dit, vous passez de présentateur à intervenant sur un projet de site Internet. Je vous donne trois possibilités. Est-ce que du premier coup, ça vous intéresse un peu? A, ça vous intéresse un peu. B, ça ne vous dit absolument rien. C, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur du C. Marco? Why not? D'accord. Pourquoi pas? OK. Toujours dans le site Internet. Si on vous dit, alors, vous avez dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et si on vous dit, donc, sur quel pôle vous voulez intervenir, vous serez plus à graphisme, design ou contenu ou thématique? Rapidement. Thématique. Design, contenu. Je suis un peu dubitative. Je dirais design. Design. Ouais, design. Vous avez réussi le test. Ah bon? Vous pouvez venir au digital. Bah oui. Parce que vous avez quand même le flair, ça ne vous... Il y a des personnes qui vont dire non, catégoriquement, c'est Internet, je ne comprends rien, c'est trop compliqué. Il y a des personnes qui vont dire c'est pas mal, je peux bien m'essayer, je vais apprendre. Et vous, vous dites c'est pas mal. Et ensuite, vous dites design et contenu. Marie-Pascale, après ce test, et demain? Et demain? Qu'est-ce qui arrive demain? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ceci de magnifique, hein, malgré tout ce qu'on dit, de créer une osmose. Et puis, voilà, donc, et demain, pour terminer, pour demain? Demain, qu'est-ce qu'on aura comme métier demain? Vous allez assister à une digitalisation totale de tous les secteurs d'activité. Donc, commencez à taper sur Internet, cherchez votre métier dans 5 ans et digitalisez-vous, les amis. Digitalisez-vous, sinon ça va chauffer. À vos marques prêts, digitalisez. Digitalisons
digitalise. Merci beaucoup Marie-Pascale. Merci de conjuguer le verbe. Oui, merci. Merci en tout cas. Ça nous a donné des envies, Alix et moi, de créer des blogs. On va vous donner à la dernière émission de Matin Bonheur. Tous nos projets d'avenir. Tous nos projets d'avenir. Après, si on nous a attrapé, c'est ça. Merci de notre compagnie. C'est Matin Bonheur. On part tout de suite avec nos amis de la radio, Isaac Dosso et toute la team. Bonjour et puis gros bisous comme ça à Yann Baou. C'est insistant, hein. Parce qu'il a bataillé, quand tout sur le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbel, est devenu grand patron. C'est parce qu'il a bataillé. Ah ouais, batailler, c'est bien, ça peut vous aider à aller de l'avant. Bonjour Marcelin, bonjour Alix, amis téléspectateurs de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de rejoindre la team des matins d'Isaac. C'est la matinale survitaminée de fréquence de celle qui réveille toute la Côte d'Ivoire, dont la bonne humeur. On a des infos croustillantes pour vous ce matin. Et pour le plus grand plaisir de Marcelin, c'est Yann qui va se faire un plaisir de nous livrer ses infos. Je vous dirai tout ce qui fait le buzz sur la toile. Lui, c'est pour Marcelin. D'accord. C'est que la cravate peut servir à autre chose. Ouais, ça dépend de l'inspiration. C'est vrai. Bon. n'est pas bien. Bonjour Marcelin, bonjour Alix, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Carlton. Bonjour Alice Cocola, bonjour Marceline Govoy, bonjour les cadres, et puis l'homme qui tient les grous là, qui fait les plantes dans les plongées sur plongées. Il y a aussi Zélika. Hein, ah bon? Oui. Bon, Zélika, bonjour. La Red Chef de Matin Bonheur. Tu lui passes bonjour. Bonjour Zélika, bonjour tout le monde. C'est pas plus mal. Allez, de quoi parlons-nous ce matin? Il y a de l'info, il y a du buzz, et la toile est en ébullition. Jingle maintenant. Jingle. Bonne matinée. Bonne matinée. L'Actu People. Actu People. Bon, j'ai deux informations très importantes à vous passer aujourd'hui. Je commence avec celle de l'extérieur, avant de finir chez nous ici, pour qu'on puisse être concentré sur le sujet qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, on va parler de Taylor Swift. Voilà. Elle a seulement 29 ans. Et elle ne cesse de battre des records. Il faut dire que déjà en 2018, elle atteignait les sommets du top 40 de Billboard grâce à son morceau Delicate. Et il faut dire en même temps que la même année, c'était Reputation 2 qui décrochait le record de la tournée américaine la plus rentable de l'histoire. Toujours avec la même dame. Et c'est grâce à ses hits tels que Love Story, Shake It Off ou encore Wildest Dreams. Donc il faut dire que cette dame-là est devenue en quelques années la référence pop de sa génération. C'est pas plus mal d'ailleurs pour une jeune fille comme ça. Elle s'imprègne figure emblématique de la scène musicale. Donc, elle a sorti son nouveau hit. Elle est en duo avec Brandon Urie, voilà, du groupe Panic. Donc, elle a pu accumuler les vues en quelques heures. Donc, pour la précision de taille, en 24 heures, le clip a dépassé les 65,2 millions de clics. Bon, nous, on est déjà très contents quand Ariel Cheney, en 2 semaines, a atteint les 4 millions de vues. Mais bon, là, c'est un autre level. 65 millions de vues en quelques jours. Ça et même en 2017, elle avait pu dépasser le record même du titre Hello de Adele, parce qu'elle avait eu 43 millions de vues. Voilà, sur l'un de ses titres. Donc, c'est une grosse star
Donc j'ai trouvé important de parler d'elle et puis dire en même temps aussi que Ariel Chenet est sur la bonne voie. Travaille très bien. C'est très bien. On va faire les chines, vous êtes fâchés. Oh non, on se fâche pas, on se fâche pas. Pour rappel, et à toutes fins utiles, donc les vues sur YouTube, ça rapporte de l'argent. C'est autour de 850 000 francs lorsque vous atteignez 1 million de vues. Donc faites le calcul pour Monsieur Gangnam Style, qui lui avait passé le milliard de vues. Non, lui, il peut reconstruire son village avec ce qu'il avait comme Et puis il y a monsieur aussi Magui Diesel qui fait 3 millions actuellement. Avec les maladies de diamant, il va encaisser Samako et puis les trucs ici. Bon, alors, la deuxième info, oui. On a déjà parlé même de cette information-là. Je veux parler de Ariel Chenet. Tu as dit à l'instant qu'il a pu avoir 4 millions de vues. Effectivement, 4 millions de vues à ce jour. Et on sent que le boss de l'Ailleurs Gang sera dans tous ses états quand il aura l'info. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le clash de cette semaine, le week-end dernier. Donc, on a pu voir sur Facebook une vidéo dans laquelle DJ Arafat a tenu des propos assez déplacés à l'endroit de la fiancée d'Ariel Chenet. Elle se nomme Nadia Sabé. Mais tout ça partait d'une situation, oui, non? Justement, Ariel ça part de la vidéo, la vidéo de Amina, parce que le nerf de l'histoire, c'est le record qu'a battu Ariel Chenet avec la vidéo de Amina. Quelques semaines. Voilà, en quelques jours. Précision. Les internautes, quand même, ont titillé un max... Arafat, les internautes, mais aussi Ariel Chenet qui envoie des pics en soumis. Oui, lui, il fait comme la souris. Oui. C'est-à-dire, il mord Arafat et puis il souffle là-dessus. Voilà. Et on ne voit pas, tu vois. Mais c'est pour Arafat qu'on voit parce qu'il envoie de vrais coups de poing. Oui. Donc, automatiquement, on se dit que c'est lui qui est le méchant dans l'histoire. Donc, dernièrement, sur la toile, Ariel Chenet avait posté une photo de lui en compagnie du fils de DJ Arafat. Avec en légende, il a tenu à me voir avant son départ pour Paris. Franchement, Arafat a pété un câble. Il a fait une vidéo dans laquelle il a dit pourquoi aller chez la mère de mon fils, faire une photo et puis le mettre sur ta page. Et puis, sachant que tu traites son père de nul et tout ça. Donc, c'est une sorte de provocation. Franchement, Arafat n'a pas aimé le fait que Ariel Chenet ait fait une photo avec son fils. C'est les gars, les coupés de Kaline. Voilà, et il était tellement fâché qu'il a traité la femme d'Ariel Chenet de prostituée. Wow. Voilà, il a tenu ce genre de propos dans la vidéo. Il a dit qu'il a même eu des rapports sexuels avec la fille en question. Est-ce que ce type de buzz est constructif pour le couper décalé? Est-ce que ça aide vraiment à faire avancer les Et en même temps, je te prends au mot parce que les internautes ont réagi de cette manière. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ça va apporter au coupé décalé? Ce que tu nous dis actuellement, que tu as eu une relation avec la chérie d'Ariel, c'est pas important. Et la jeune dame même a tenu à réagir. Elle a expliqué. Dans une vidéo également, elle a dit que, en fait, rien ne s'est passé entre Arafat et moi. À la vérité, quand j'allais rendre visite à mon petit ami Ariel Chenet, qui vivait encore chez DJ Arafat, donc elle allait les voir les deux, c'était le grand frère et tout ça, Arafat s'est permis de draguer la jeune fille. Et la fille n'a jamais accepté ses avances. Et elle a allé loin, elle a expliqué à Ariel Chenet, lui a dit non chérie, Arafat me drague, nana. Il a dit que tu n'as rien, mais moi je ne veux pas me mettre avec lui. Donc Arafat a menacé la jeune fille, il lui a dit que je vais dire à Ariel que j'ai eu des rapports sexuels avec toi. Donc la vraie histoire, selon les dires de la fille, c'est que Arafat n'a rien fait avec elle. Il ne s'est rien passé entre les deux. D'accord, les deux nouvelles sont passées. J'espère que vous avez pris bien note. Il est loin, David. Vous qui êtes des fans incontestés de couper décalé. On vous rappelle, amis auditeurs et téléspectateurs, que vous pouvez nous rejoindre. Si vous êtes à Abidjan, Bingerville, Grand-Bassam ou Dabou, vous pouvez nous écouter live en direct sur votre poste récepteur en voiture ou même à la maison. C'est 92.0 de la bande FM ou encore, si vous êtes abonné Canal Sat, c'est le canal 430. 430. Et on vous rappelle le sujet pour lequel vous pouvez nous appeler là dans à peine 10 minutes. Quels sont vos pronostics pour les matchs de demi-finale de Ligue des Champions, Tottenham, Ajax, Amsterdam ce mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, et FC Barcelone, Liverpool demain mercredi. Et puis la grosse nouvelle pour ceux qui sont fans de radio et de reggae, demain Tikenja Fakoli est l'invité des Matins d'Isaac. Marcelin, Alix, j'espère que vous prendrez le temps de nous écouter parce qu'il y a de grosses révélations à faire. Allez, on se donne rendez-vous mardi prochain sur RTI 1. Merci. Et pour les auditeurs, à tout à l'heure. Voici du zouk encore. Oh, mais c'est terminé, c'est trop vite fini. On allait vous montrer du coup on est capable, zoukement parlant. C'est venu. Pourquoi vous avez coupé le zouk comme ça? Il est revenu. Ah, le zouk est revenu? Bon, il n'y a plus le même élan, quoi.
Merci à la team, Ah merci oui. à Isaac Dosso, merci à Yann Baou, la ravissante Yann Baou à qui je fais un bisou des plus sucrés. Et puis Carlton se débrouille. Allez, merci la team, merci. Et puis on vous suit toujours sur Fréquence 2. 92.0 à Abidjan. Eh oui, la suite, c'est bien sûr la petite réclame qui s'impose et le flash de Régis Kofi pour le volet international. Et on aura dans quelques instants le bonheur de recevoir monsieur le juge Aboya Claude. Il est juge au tribunal de Yopougon pour un cas pratique très intéressant. Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous de l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. 20 ans après leur conflit armé, la Serbie et le Kosovo ont accepté hier, lors d'un sommet à Berlin, de reprendre leur pourparlers avec une nouvelle rencontre prévue début juillet à Paris. Alors que des négociations organisées sous l'égide de l'Union européenne sont au point mort, Berlin et Paris ont décidé fin février d'organiser ce sommet pour désamorcer l'escalade entre la Serbie et son ancienne province, dont elle ne reconnaît toujours pas l'indépendance. Un ancien militaire américain soupçonné de préparer un attentat à la bombe près de Los Angeles, en Californie, a été arrêté vendredi, ont annoncé hier les services du procureur sur Internet et au cours de conversations avec un agent de la police fédérale sous couverture. Mark Steven Domingo, 26 ans, a non seulement revendiqué sa foi musulmane et son soutien aux djihadistes et à l'organisation État islamique, mais il a aussi affiché sa détermination à devenir un martyr de sa religion, a indiqué Nick Hanna, procureur fédéral pour la Californie centrale. En Indonésie, des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles ont fait près de 40 morts et une dizaine de disparus. Les coulées de boue et les inondations sont fréquentes dans l'immense archipel du sud-est asiatique, sujet aux catastrophes naturelles, en particulier en période de mousson entre octobre et avril. Du football, retour sur la Coupe de France remportée par Rennes face à Paris. Neymar a perdu ses nerfs samedi soir en allant chercher sa médaille dans les tribunes du Stade de France. En pleine montée des marches, Neymar a eu un accrochage avec un supporter. L'attaquant brésilien a d'abord rabaissé le smartphone du supporter qui filmait la scène, puis s'est arrêté quelques secondes pour discuter avec ce supporter avant de lui mettre un coup de la main au niveau du menton. Pas possible de faire ça parce que c'est simplement pas possible. Si on gagne, c'est plus facile. Si on perd, on doit accepter, on doit monter respect. C'est toujours nécessaire et c'est pas possible que nous sommes dans une challenge avec un spectateur. 30 000 euros, environ 20 millions de francs CFA pour les crampons que Paul Pogba portait lors de la finale du Mondial 2018. C'est le clou de la vente aux enchères organisée par Christie's à Paris, au bénéfice d'une association qui œuvre en faveur de la réinsertion par le sport. Outre ces crampons, le champion du monde français avait donné plusieurs maillots et un ballon de la Ligue des champions dédicacé. Nelson, un vautour fauve en provenance de Bulgarie, s'est échoué à bout de souffle au Yémen en guerre, où il a fini captif de combattants soupçonnés de servir à les espionner. Âgé d'environ 2 ans, Nelson s'est lancé de Bulgarie en septembre 2018 après avoir été bagué et équipé d'un émetteur satellitaire par un organisme local de protection des animaux. L'émetteur a été pris pour un appareil d'espionnage et le vautour considéré comme une prise de guerre. Mais l'organisme international a aussitôt dépêché l'un de ses représentants au Yémen pour le récupérer. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.
Sacré Régis. Sacré Et Régis, ces informations. avec ces infos décalées chaque oui, fois à la fin. Là. On aime ça. Merci beaucoup à vous, Régis. Et puis on se retrouve demain, mercredi. Ce sera votre avant-dernier jour de la semaine. Sacré Vénard, Régis Kofi. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent actuellement en live, sur Facebook Live, sur la page de votre serviteur. Merci beaucoup. C'est Matin Bonheur qui se poursuit maintenant dans son dernier couloir et avec la digitalisation, mais aussi les cas pratiques en droit. Le juge Jean-Claude Aboya nous fait l'honneur de sa présence avec lui. Nous allons parler bien sûr de succession au niveau de la femme, héritage au niveau de la femme. Trop souvent, on entend que les femmes ne peuvent pas hériter, surtout au niveau donc de tout ce qui est milieu rural. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela relève plus du mythe que de la réalité? Il viendra nous éclairer à travers ce cas que nous vous proposons maintenant, le cas de mademoiselle Yako. C'est parti. Mademoiselle Yako a perdu son père il y a peu. Ce dernier, avant de décéder, avait acquis des parcelles de terre. Sa fille, qui au demeurant est son unique enfant, a entrepris, après les obsèques, de prendre possession des parcelles en question. Projet auquel s'est farouchement opposée la grande famille, au motif que les femmes n'ont pas droit à l'héritage selon la coutume. Je suis M. Sramblé, le chef de famille, légitime et légal. Mon frère, il est mort. L'on ne l'a pas souhaité. C'est à moi que revient légalement tous ces biens. Je ne comprends pas et je ne peux jamais accepter parce que depuis que le monde a été créé, dans notre village, selon notre tradition, la femme n'occupe jamais l'héritage. Alors comment se fait-il qu'une petite fille de rien du tout va vouloir occuper le terrain de mon frère? Ça jamais. Ça jamais. Si vous la connaissez, dites-lui que ça jamais. Soit on va l'enterrer sur le terrain ou bien elle va laisser sa peau. Nous, on n'accepte pas. Notre tradition ne le permet pas. Ce n'est pas elle qui va défier notre tradition. Ça, je ne veux pas l'accepter. Préoccupée par cette situation conflictuelle et déterminée à disposer des parcelles laissées par son père, mademoiselle Yako souhaite savoir ce qu'il lui faut faire. Avant de mourir, mon papa m'a donné un terrain. Et je ne sais pas, après ses funérailles, j'ai essayé d'entamer les démarches pour pouvoir récupérer mon terrain. Mais les membres de la grande famille ne sont pas d'accord. Ils me persécutent, ils me brutalisent. Comme quoi, une femme n'a pas le droit d'hériter des biens de son père. Moi, je ne comprends pas, c'est une coutume. En tout cas, moi, je vais me battre pour pouvoir récupérer mon terrain parce que c'est mon terrain, il me revient de droit et nul n'a le droit de me l'enlever. En tout cas, je vais me battre pour avoir ce terrain-là. Ça, je le dis et je le ferai. C'est la mort qui va faire que moi, je vais baisser les bras, mais je ne vais pas baisser les bras. Tant que je vivrai mon terrain, je vais l'obtenir. De quel recours juridique dispose-t-elle pour prendre possession des parcelles querellées? Eh oui, le postulat, il est là et je suis sûre que ce cas pratique l'interpelle plus d'un car sous nos cieux, ceci est légion. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, Marcella. Merci en tout cas d'accepter notre invitation ce mardi. Et pour parler de ce cas pratique-là, définissez-nous, s'il vous plaît, de la partie du droit à la succession et l'état des lieux. D'accord, merci. Merci. Alors, ce cas pratique, n'est-ce pas, met en relief deux situations juridiques, l'une liée au droit des successions et puis l'autre communément liée à ce qu'on peut appeler donc le droit à l'accès à la terre. Alors, vous voudrez bien donc constater que ce cas pratique met en relief la résurgence des coutumes, n'est-ce pas, et qui très souvent, globalement, rentrent en conflit avec les lois de la République. En l'occurrence, ici, il y a la Constitution de novembre 2009, il y a la loi 64 numéro 379 du 7 octobre 1964 relative aux successions. Il y a aussi la loi qui porte, la loi de 98 qui est relative, n'est-ce pas, au domaine foncier rural. Et puis il y a l'ordonnance de 2013 qui est relative au domaine foncier urbain. Alors, donc c'est tout cet arsenal juridique-là qui rentre en conflit avec la coutume. Alors, il faut faire déjà l'état des lieux. La succession, c'est quoi? La succession vient du mot latin successio, qui veut dire venir à la place ou à la suite d'eux. Alors, en droit de succession, la succession, c'est l'ensemble des règles qui régissent donc la transmission des biens d'une personne décédée à l'ensemble donc de ses héritiers. Alors, vous verrez très souvent que cette définition
et qui a été donc reprise par la loi de 1964, rentre en conflit avec les coutumes, parce que dans chaque groupe ethnique, il y a, il y a une modalité de transmission des charges, des fonctions, des biens à un individu qui est très souvent connu d'avance. Un individu, un héritier, on ne parle pas de l'ensemble des héritiers. Alors un individu qui est connu souvent d'avance, selon qu'on se trouve dans un système matrilinéaire ou dans un système patrilinéaire. Alors dans un système matrilinéaire, là-bas, c'est très souvent l'enfant mâle de la sœur, on dira donc le neveu, qui hérite. Alors aux grandes dames donc des enfants. Et dans le système patrilinéaire, c'est très souvent le frère, l'aîné, n'est-ce pas, du décujus, qui hérite donc l'ensemble des biens. Ici, l'héritier, qui est seul, unique, n'est pas propriétaire, c'est très important, n'est pas propriétaire des biens qu'il reçoit, n'est-ce pas, en héritage. Il est très souvent vu comme un administrateur, donc des biens à charge pour lui, n'est-ce pas, de les transmettre donc à sa mort à un autre héritier. Alors on parle très souvent des biens lignagés. Des biens lignagés, là-bas, dans ces coutumes, dans ces sociétés-là, les biens, la propriété individuelle n'existe pas très souvent. Alors c'est des propriétés familiales, collectives qui sont gérées par un individu et donc à sa mort, ces biens-là échouent à un autre individu. Alors donc, vous verrez que ces coutumes-là, effectivement, rentrent en conflit avec la loi de 1964 qui a déterminé des héritiers. Alors, monsieur le juge, à quel moment, juridiquement parlant, bien sûr, s'ouvre la succession, à proprement parler? D'accord. Alors, la succession s'ouvre à la mort. Et c'est l'article 1er donc, de la loi numéro 119 du 7 octobre 1964 sur les successions qui le dit. Alors, la succession s'ouvre à la mort. Généralement, c'est une question qui paraît anodine, mais qui est très importante. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt de la vie. Mais il ne s'agit pas et il ne suffit pas de constater qu'une personne est décédée. Alors, il faut pouvoir le prouver. Très souvent, et généralement de nos jours, effectivement, on meurt donc à l'hôpital et donc il y a un certificat de décès ou de gens de mort qui est délivré par le médecin. C'est insuffisant. Parce que très souvent, quand le malheur nous frappe, on prend assez de temps à pleurer et on oublie souvent l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de déclarer ce décès-là à l'autorité de l'état civil pour qu'il vous établisse un acte de décès, qui est comme un acte d'état, un acte de naissance. Alors, c'est un délai, vous avez un délai de 15 jours. Passé ce délai, vous serez donc obligé, après donc les pleurs, vous serez donc obligé de vous établir un jugement supplétif date de décès. Ah bon? Voilà. Alors, donc, quand vous êtes dans le délai, vous vous rendez donc dans le centre d'état civil, muni donc du certificat de décès délivré par le médecin, ou du moins par témoignage, et on vous établit dans le délai donc de 15 jours un acte de décès. Passé ce délai de 15 jours, vous venez donc au tribunal, toujours muni donc du certificat de décès ou de gens de mort, et vous vous rendez dans le lieu, soit à la mairie ou dans une sous-préfecture, selon qu'on est dans des localités rurales. À la sous-préfecture, on vous délivre un certificat de non-déclaration. Donc avec ce certificat, vous venez donc à la justice, on vous établit un jugement supplétif. Il faut rappeler qu'il faut, à cet effet, n'est-ce pas, la pièce d'identité de 2 témoins majeurs, ceux qui ont connu le défunt et qui peuvent témoigner effectivement qu'il est décédé. Alors, on vous établit un jugement supplétif qui établit maintenant la preuve du décès de la personne dont on veut succéder. Donc, après l'obtention de ces documents-là, la succession intervient à quel moment précisément? Alors, la succession s'ouvre, comme on le dit, au domicile, au dernier domicile, n'est-ce pas, bien entendu, du défunt. Alors, c'est une question très importante. Parce que le domicile, qu'est-ce que c'est? En droit, le domicile, c'est le lieu du principal établissement. Alors, définir ainsi, ça paraît bien simple. En pratique, c'est très, très, très complexe. Alors, je vous prends l'exemple donc d'un fonctionnaire qui est à Abidjan et qui, ma foi, est affecté à l'intérieur du pays, en bateau, par exemple.
à Mbato par exemple, et donc qui garde à Abidjan un domicile. Alors qui prend donc un local, n'est-ce pas? On pourrait dire par exemple une résidence qui prend donc un local en bateau, qui s'y établit et qui vient de temps en temps, et même très souvent parce qu'il y a de la famille à Abidjan. Et là-bas, il s'établit en bateau, il arrive donc à créer un champ et souvent même à avoir une deuxième famille. Alors, il a la résidence ou le domicile de Mbato, il a la résidence ou le domicile d'Abidjan et il passe pratiquement la moitié de son temps à Mbato qu'à Abidjan. Et lorsqu'il décède, quel est le domicile? Alors, la jurisprudence a défini deux critères. Le critère matériel, qui est le factum, alors qui est donc le lieu de l'établissement. Mais on va rechercher le critère intentionnel, qui est l'animus. L'intention qui voudrait donc rechercher à travers des éléments factuels l'intention donc du décujus de fixer, n'est-ce pas, son lien affectif, n'est-ce pas, dans un des lieux donc, qui sera déterminé. Alors, je voudrais peut-être en parler, puisque c'est dans le domaine public. Il y a une réforme. Il y a une réforme sur la loi de la loi sur la succession qui est entamée par le garde des Sceaux, qu'il faut féliciter au passage parce qu'il nous donne du travail, puisqu'il met à notre disposition des rudiments qui s'adaptent, n'est-ce pas, au temps moderne. Et c'est très bon. Alors, donc, il y a une réforme qui est prévue dans ce sens, qui permettra, enfin, si la loi est adoptée, qui permettra de régler souvent ces difficultés-là en prenant donc en compte, et il ajoute, la dernière résidence, au cas où on n'arrive pas à déterminer le domicile, parce que très souvent, et en pratique, ce n'est pas facile. Alors donc, cette réforme-là permettra donc au juge d'être bien à l'aise en tenant compte donc de la résidence, qui est totalement différente donc, du domicile. Ok. Alors l'intérêt, je vais ajouter l'intérêt de cette question, ça permet donc de déterminer le tribunal territorialement compétent. Puisque c'est ce tribunal-là qui permettra de régler pratiquement tous les problèmes liés donc à la succession. Très bien. Alors, monsieur le juge, comment et par quels moyens établit-on la qualité d'héritier? Alors, merci. C'est aussi très important. Je constate que vous posez des questions vraiment très pertinentes. Merci. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on est issu d'eux. Il faut le prouver et il faut l'établir donc par la qualité. En droit processuel, il y a deux types d'actions. S'agissant donc de la qualité à démontrer, il y a ce qu'on appelle les actions attitrées et puis les actions ordinaires. Les actions attitrées sont celles dont la qualité doit être justifiée par un titre ou une habilitation en vertu de laquelle on veut réclamer un droit. Exemple. Exemple, l'action en divorce. Alors, si vous voulez intenter une action en divorce, si vous êtes marié, que moi je veux intenter une action en divorce, vous comprendrez qu'on me déclarera irrecevable pour défaut de qualité. Parce qu'on va me demander de produire là de mariage et puis mon nom ne figure pas. Voilà. Alors, si je veux faire une action en partage, on va me demander, par exemple, on va me demander la qualité d'héritier. Alors, qu'est-ce qui établit donc cette qualité? Alors, la loi de 1964, donc, qui est en vigueur actuellement, jusqu'à preuve du contraire, en son article 46, dit que la succession, l'acceptation de la succession peut être tacite ou expresse. Elle est expresse lorsqu'on prend un titre ou on prend la qualité d'héritier. Et ce titre-là peut être un acte authentique ou un acte privé. Alors, dans notre droit actuel, ce titre-là, c'est l'acte de notoriété qui est établi par notaire ou l'acte d'hérédité. Alors, l'acte d'hérédité, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte qui constate donc la qualité d'héritier d'un défunt. Comment s'établit cet acte-là? Alors, il faut donc, comme je l'ai dit, il faut produire l'acte de décès, produire l'extrait d'acte de naissance de tous les enfants connus. J'insiste sur tous les enfants connus. Il peut arriver où, bien évidemment, on peut avoir, le décujus peut avoir des enfants cachés. C'est pour ça que j'insiste. Connus, légitimes ou illégitimes? Nés hors mariage, illégitimes, comme vous l'avez dit, mais tous les enfants.
reconnu, dont la filiation est établie à l'égard donc du DQ-Just. Alors il faut produire donc tous ces extraits d'acte de naissance, produire la photocopie de la pièce d'identité, le témoin majeur, et puis la photocopie de la pièce d'identité du requérant. Alors vous rendre au tribunal premier instance ou à la section détachée, et puis donc faire établir. Alors aujourd'hui, il y a que, selon qu'on se retrouve dans une juridiction, ce TAT s'établit par jugement, ou dans d'autres par ordonnance. Alors la réforme actuelle, initiée donc par le garde des Sceaux, règle la question. Alors dans cette réforme-là, ce TAT-là, cette qualité d'héritier ne sera établie que par jugement. Je pense que c'est très important de le souligner. C'est très important, surtout pour les femmes qui de plus en plus en milieu rural sont dépossédées. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous partez donc au tribunal, vous établissez votre qualité d'héritier par jugement et vous aurez donc un jugement d'hérédité. Voilà. Alors, monsieur le juge, oui. À quel lieu d'ouverture se passe la succession? Le lieu, je l'ai pratiquement abordé. Dans le développement. J'ai dit que c'est le dernier domicile du DQ-Just. Alors, mais qui peut succéder alors? Voilà, voici. Qui peut succéder? Tout à fait. Ça, c'est l'une des. Voilà. Qui peut succéder en Côte d'Ivoire au jour, à cette heure-là où nous sommes? Tout à fait. Un homme, une femme, tout le monde. Alors, cas pratique, oui. Qui peut, voilà, nous abordons donc. Alors, qui peut succéder? En Côte d'Ivoire, il y a quatre catégories de personnes. D'abord, les enfants et les descendants. Il y a les pères et mères, les frères et sœurs et le conjoint survivant. Alors, mais tous ne succèdent pas au même moment. Il ne faut pas faire l'émiettement de trucs. Alors, il y a ce que le droit a conçu, ce qu'on appelle donc des lignes et des degrés. Alors, lorsque le DQ-Just laisse des enfants, le DQ-Just, c'est la personne décédée. Alors, lorsque le DQ-Just, donc la personne, le défunt, alors disons comme ça, laisse des enfants, ce sont eux. D'abord. Et personne d'autre. En pole position, c'est les enfants? Et on dirait même exclusivement. Ils ne partagent même pas, il n'y a pas un concours. Donc ce sont eux, voilà, qui succèdent. Alors c'est l'article 22 qui le dit. Les enfants ou les descendants succèdent à leur père et mère ou ailleurs. Sans distinction, et c'est très important de le noter, sans distinction de sexe. Voilà. Ou de primogéniture. C'est quoi? Alors, ça veut dire que si entre nous les héritiers, il y en a un qui est âgé de 99 ans et l'autre qui est âgé d'un jour, ils ont les mêmes droits. Les mêmes droits. Okay. Voilà. Il n'y a pas, comme dans les coutumes, le grand frère qui vient donc s'accaparer, ou les garçons. Ça, c'est ce que le droit dit. C'est ce que le droit dit. On va récapituler, c'est très important pour ceux qui nous suivent. Il y a les enfants. Les enfants. En exclusivité. En exclusivité. Ensuite, au cas où il n'y a pas d'enfants, il y a les frères et sœurs et les pères et mères. Ensuite, il y a le conjoint survivant. Le conjoint survivant vient en troisième. Lorsqu'il n'y a pas de... C'est pas frustrant. Voilà, et je le dis, la réforme actuelle fait gagner le conjoint survivant en un bon... De combien de points? Qualitatif, on pourrait même dire de plus de 100 points. D'accord. C'est-à-dire, avec la réforme actuelle, le conjoint vient à quel niveau maintenant? Le conjoint survivant vient pratiquement au niveau des enfants. Ça veut dire... Alors si il y a du bon travail au niveau du ministère de la Justice. Oui, mais bien sûr, le conjoint survivant s'entend aussi de l'homme. Voilà. S'entend aussi de l'homme. Voilà, donc nous nous réjouissons également. C'est pour le couple. Merci pour le couple. Alors donc, lorsque une personne viendra à décéder, selon donc, la réforme initiée par le garde des Sceaux, lorsqu'il a laissé donc des enfants, alors, le conjoint survivant vient à succéder au quart. Et lorsqu'il n'y a pas d'enfant, et cette personne recueille la moitié. Et donc, les autres parents, frères et sœurs, frères et mères, succèdent donc selon la moitié. Alors, avant, pour que le conjoint survivant recueille la totalité, il faut qu'il n'y ait pas de successible jusqu'au 12e degré. Ah bon, dans quelle famille nous ne trouvons pas de neveux, de cousins, germains, voilà. Donc, c'était quasiment
impossible. Il y a une réforme maintenant très actuelle. Très actuelle, et cette réforme-là est à saluer. D'accord. Monsieur le juge, Mademoiselle Yako, qu'on a vu ici dans le cas pratique, peut-elle prétendre à un droit d'accès à la terre? Tout à fait. C'est précis. Alors, c'est très précis. Alors, ici, il faut distinguer selon qu'on se situe dans des parcelles rurales. Alors là, ce qui est régi par le droit foncier rural, ou qu'on se situe dans une zone urbaine. Alors, dans une zone rurale, le droit foncier coutumier, il va se poser quelques difficultés. Parce que très souvent, nous érigeons des plantations dans des zones rurales sans prendre certaines précautions. Oui. Alors, est-ce que notamment des précautions écrites. Oui. Ça, c'est très courant. Étant entendu que dans ces zones-là, les biens, pour ne pas dire les terres, sont très souvent des terres lignagées. Est-ce que le père a reçu ces terres-là en héritage ou ces parcelles en héritage? Alors, est-ce que ces plantations lui sont propres? Et quel est le document qui l'atteste? Alors, lorsqu'elle va s'adresser donc à la justice, le juge, dès la première évocation, va faire ce qu'on appelle une mise en état, va ordonner une mise en état. Alors, le juge va entendre pratiquement les sachants, les propriétaires terriens, le chef. Il y a ce qu'on appelle le comité de gestion foncière qui est établi dans les villages, qui est supervisé très souvent par le sous-préfet. Va entendre donc tout sachant à l'effet de savoir si ces plantations ou ces parcelles-là ont été créées par le défunt et à quelle proportion. Voilà. Et il va chercher à déterminer est-ce qu'il s'est établi donc, sur ces parcelles-là un droit coutumier d'usage. Alors très souvent, c'est la mise en valeur et la jouissance paisible et continue, n'est-ce pas, donc de cette parcelle-là qui va lui conférer un droit qui sera dévolu donc à sa fille, à Mademoiselle Yako. Monsieur le juge, toutes les Mademoiselles Yako ou Madame Yako qui nous regardent en ce moment-là, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en l'état actuel du droit de notre pays? Alors, je voudrais leur dire que le droit est de leur côté. Et très souvent, c'est l'ignorance. Le droit est de leur côté. Ils n'ont qu'à d'abord à s'entourer de toutes les garanties, d'abord établir un acte de décès, établir sa qualité d'héritier, et puis saisir donc les juridictions. Alors, il saisit donc les juridictions en quoi? Soit en cessation de trouble, parce qu'elle n'a pas accès donc, à la parcelle en cessation de trouble, et lorsque ces terres sont occupées, en déguerpissement. D'abord en revendication de propriété, en déguerpissement. Voilà, en déguerpissement. Et le droit, très souvent, et je le dis avec la foi, sera de leur côté. Voilà. Donc plus de spectacles affligeants de femmes dépossédées ou bien chassées de la maison, accusées de sorcellerie ou tout ça, ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé depuis 1964. Et ça nous rassure par rapport à tout ce qui est prévu. Tout ce qui est prévu, tout à fait. Par la nouvelle loi qui sécurise l'héritier, qu'il soit homme ou femme. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. Mardi, aujourd'hui, c'était le rendez-vous du droit. Merci également à tous ces juges du tribunal de Yopougon qui vraiment acceptent facilement de venir sur ce plateau. Passez une très bonne journée et vive le droit. Merci.